Philanthropie, le magazine de la Fondation du judaïsme français. Préparé et présenté par Véronique Elfmals et Perrine Simon-Naou. Bonjour, pour conclure en beauté avant la trêve estivale, nous avons le plaisir d'interviewer aujourd'hui une personne qui, grâce à son expertise en matière de notariat, va nous offrir un nouveau regard sur la profession de notaire. Nous avons donc le plaisir de recevoir aujourd'hui Maître Éric Chemla, un notaire qui officie à Créteil. Avec vous, Maître, nous allons explorer votre parcours, votre rôle dans la société, le rapport complexe que nous avons à la mort et à l'héritage, mais aussi cette dimension plus lumineuse de votre travail, la philanthropie, les dons, les legs, cette volonté chez certains de transmettre autrement. Comme nous l'observerons au fil des émissions, et nous l'avons beaucoup observé, votre métier dépasse largement l'idée que l'on se fait communément de cette profession. Vous avez l'habitude de rassurer vos clients, car comme vous me l'avez confié, ils vous demandent souvent, est-ce que tout ce qui va être dit à l'étude ne sortira pas de ces murs? Bonjour Maître. Bonjour Véronique, bonjour à tous. Bonjour, donc voilà, on se rend bien compte qu'il y a quelque chose d'un peu secret dans tout ce qui se passe dans une office notariale. J'ai envie, ma première question, Éric Chemla, c'est qu'est-ce qui vous a poussé tout simplement à devenir notaire? Est-ce une vocation, un hasard ou une tradition familiale, comme c'est souvent le cas? Alors, ce n'est pas une tradition familiale du tout. Hasard, on va dire un concours de circonstances. Je voulais faire du droit depuis des années. Je me suis lancé dans les études de droit, comme beaucoup d'entre nous qui commençons ce genre d'études, c'était pour être avocat, juriste. Notaire, c'est une profession qu'on ne connaît pas trop, surtout quand on est jeune étudiant. Et j'ai eu l'opportunité en 4e année de droit de faire un stage dans une grande étude notariale, quand j'appelle grande étude, avec un nombre d'actes très important, une des plus grandes de France. C'était là aussi un concours de circonstances d'arriver dans cette étude. J'ai fait un stage d'1 mois. Et en l'espace d'1 mois, mine de rien, j'ai appris à découvrir cette profession qui m'a beaucoup plu. Et ce qui m'a plu dans cette profession, c'était ma question en fait. Qu'est-ce qui vous a le plus plu? Qu'est-ce qu'à 23 ans, 24 ans, 25 ans, un jeune stagiaire peut appréhender de cette profession? C'est le côté très généraliste du droit. La vision qu'on avait, nous, des avocats, en général, chaque avocat a sa spécialité. Le notaire peut se spécialiser, ça dépend des études, mais en général, on couvre quand même une grande partie du droit, droit de l'immobilier, droit des successions, donations, etc., qui est droit de la important, famille. La Fondation du judaïsme français. Voilà, donc ce qui m'a plu, c'est le fait d'accompagner le client, entre guillemets le client, au cours tout au long de sa vie, toutes les étapes de sa vie, finalement, une personne a besoin, à la nécessité d'aller voir un notaire pour des conseils, pour régulariser un acte. Alors, quand je dis les étapes de la vie, on peut faire un bref résumé, mais ça peut commencer du contrat de mariage, tout jeune. Aujourd'hui, je constate qu'il y a beaucoup de jeunes mariés, quand je dis jeunes, de plus en plus jeunes, je le constate, qui viennent nous voir pour un contrat. Et puis après, voilà, leur premier achat, première acquisition. Aujourd'hui, depuis le divorce sans juge, on régularise certains divorces, malheureusement. Et puis voilà, on continue tout au long de la vie, les donations pour finir par les successions. Je me pose une question, lorsque deux jeunes se marient aujourd'hui, est-ce que c'est très présent, la notion de patrimoine, ou est-ce qu'ils sont encore portés par l'amour et ne sont pas du tout conscients des enjeux? Est-ce que ça a évolué? Ça a évolué. C'est très présent. Alors peut-être qu'il y a les parents derrière qui disent attention, va chez le notaire, fais un contrat. Souvent, ils arrivent dans mon bureau pour signer ce fameux contrat. En général, ils optent pour ce qu'on appelle le régime de la séparation de biens. C'est pour celui-ci qu'en général, on passe chez le notaire. Sinon, le régime légal, c'est la communauté. Et c'est vrai que personne ne le fait, la communauté. Si. Alors, communauté, c'est le régime légal. Non, quand vous n'allez pas chez le notaire. Oui, mais est-ce que les gens, c'est pas plus compliqué de se séparer? Ça dépend quel type de profession vous faites. S'il y a un risque ou pas. Ce que j'appelle profession à risque, vous êtes commerçant, allez chez le notaire, une profession libérale. Et c'est vrai que dans le terme séparation de biens, on en sourit avec les futurs mariés, il y a le terme de séparation. Ils sont pas encore mariés, qu'on évoque, qu'on signe un acte sur lequel figure le mot séparation. Alors je suis là pour les rassurer, on sépare les patrimoines, c'est dans votre intérêt. Mais c'est vrai que c'est assez marrant ce terme qui peut un petit peu chagriner certains jeunes couples. Est-ce que vous avez une anecdote, pas forcément par rapport au mariage, par rapport à la profession, une situation dans laquelle vous êtes retrouvé qui vous a étonné? Oh, il y en a eu plusieurs.
Oui, alors une que vous avez envie de nous Il raconter. y en a eu plusieurs. Disons que c'est vrai que les gens... Donc, ce qu'on essaye de faire avec Maître Athias Assor, mon associé, c'est de vulgariser un peu ce jargon juridique qui est très bloquant. Je sais qu'il y a encore certains confrères qui restent sur les termes très juridiques. Vous savez, l'usufruit, le codicile, on se retrouve dans le film des Inconnus, vous savez, les trois frères. Ça peut effrayer. Nous, on essaye de rendre ça assez... de façon que les gens comprennent tout de suite, si vous voulez. Et j'ai eu le cas de figure, effectivement, d'un jeune couple, d'une dame qui est venue me voir pour faire un testament. Elle est venue me voir pour faire un testament. Le leitmotiv, c'était « Attention, je ne veux surtout pas léser l'un de mes enfants comme elle l'a été dans le passé ». C'est là qu'on a discuté un peu, c'était de nombreuses années, une dizaine d'années, ça venait une quarantaine d'années, qu'elle avait perdu son papa, qui avait fait un testament, et elle ne parlait plus à sa sœur, brouillée avec sa sœur, à cause de la succession très mal comprise. Pas mal gérée, mais mal comprise par ma cliente. Et quand elle m'a apporté les documents, j'ai expliqué, j'ai vu et j'ai expliqué. Je lui ai dit non, elle n'avait pas été lésée. Il y avait eu des rapports à succession, je vous passe les détails. Mais finalement, le papa n'avait pas du tout avantagé une fille sur l'autre. Donc, elle s'est aperçue dans mon bureau qu'il y avait une brouille de 40 ans pour rien. Et j'ai eu la suite des événements. Elle lui a fait un petit cadeau pour Hanouka quelques semaines après. Donc, c'est assez touchant finalement. Mais comme quoi, il faut être le plus clair avec le client. Il va chez le notaire, le client va chez le notaire, il sait pas du tout quoi faire, et il faut le conseiller au mieux et avec des mots assez simples. Donc c'est là que vous pensez que la notion ou la profession de notaire a évolué, c'est dans la relation au client. Je pense. Vous êtes moins formel, c'est moins austère. Voilà, c'est ce qu'on dit avec mon associé, on se surnomme les notaires 2.0 parce qu'on veut justement être quand même très accessible. D'ailleurs, la profession, ça c'est une des dernières stats de la profession, elle s'est féminisée. Voilà, exactement. Alors, elle s'est féminisée. Bon, je réponds pas aux stats, mais oui, grâce mais à mon associé, on y est. Elle s'est rajeunie. Moi, je viens d'avoir 50 ans, là aussi, je rentre pas trop dans la stat, mais disons que c'est vrai qu'il y a un rajeunissement et une féminisation de la profession qui est assez agréable. Et bon, les gens vont plus facilement chez notaire qu'avant. On parlait justement avant l'émission, il y a un congrès des notaires qui se réunit chaque année où la Fondation du judaïsme va participer pour la première fois cette année. Et est-ce que quand on se promène, puisque vous l'avez fréquenté, je pense, de maintes fois, on se rend compte de la jeunesse de la profession, ou alors ce sont plutôt encore, j'ai envie de dire, les anciens qui ont l'habitude d'aller au congrès des notaires, parce que c'est quand même un monde très corporatiste, très fermé. Très fermé. Donc est-ce qu'on s'en rend compte? Ça a tendance à s'ouvrir, mais ça reste encore très fermé. Très fermé. Et c'est vrai qu'on rencontre encore les anciens notaires. Alors, il faut savoir que depuis une loi Macron, il y a une limite d'âge maintenant pour les notaires. Il faut savoir qu'un notaire, il y a encore quelques années, vous pouviez aller consulter un notaire qui avait pas loin de 80 ans. Il était bien installé sur son étude depuis X années. C'est fini. Il y a une limite d'âge à 70 ans, ce qui est déjà pas mal. Ce qui est pas mal par rapport aux 64 ans de la retraite. Mais passé 70 ans, c'est fini, vous n'avez plus le droit d'exercer. Et donc, on retrouve encore certains anciens notaires qui traînent dans ce genre de réunions, de congrès. Alors, vous exercez à Créteil, et vous m'avez confié que vous avez de nombreuses personnes de la communauté juive, ce qui est normal, puisque beaucoup de juifs qui nous écoutent, j'espère, vivent à Créteil. Et vous m'avez confié quelque chose que j'ai trouvé très intéressant, c'est que vous m'avez dit qu'il existe chez tout le monde, juifs, non-juifs, une peur du mot de la mort et du mot testament, mais vous m'avez confié qu'il y avait même une petite différence culturelle. Est-ce que je vous ai demandé, est-ce qu'on a plus peur de parler des testaments, de l'après, de la succession, parce que c'est vrai qu'on s'occupe beaucoup de nos enfants c'est très important, mais est-ce qu'on a le courage d'aller jusqu'à l'après-mort, ou comment ça se passe? Qu'est-ce que vous avez observé? C'est empirique, hein, c'est pas statistique. Absolument. C'est vrai qu'on a une grande partie de la communauté dans notre clientèle, et mine de rien, alors ça commence à évoluer avec le temps, mais la communauté juive en général, on va très facilement chez le notaire pour acheter un appartement, évidemment, pour avoir des conseils, mais la partie succession, la partie testament, ça reste encore très tabou. C'est-à-dire que non, on ne parle pas de ça. On ne va pas s'attirer quelque chose, vous voyez ce que je veux dire? Et même je vous l'indiquais hors antenne, ce petit distinguo déjà juif-non-juif qu'on peut constater, c'est marrant. Mais également même chez nous, les Ashkénazes, les Séfarades, pas la même appréhension des choses.
Certains, c'est ouh là là, non, non, ne me parle pas de ça. Et vous Et m'avez même confié que chez les Ashkénazes, c'était c'est un très peu moins clair. tabou Ouais, que chez... c'est un constat que j'ai C'est pu un voir à constat, l'étude, mais mais bon, 20 ans non, non, 20 ans d'expérience, non? voilà, c'est ça, exactement. Et c'est vrai que non, on en parle plus facilement. Plus facilement, et puis même, c'est à juste titre, hein, parce qu'il faut tout Alors, organiser. comment vous appréhendez? C'est-à-dire que si moi, je vais chez le notaire, je fais partie d'une des 2 catégories nécessairement. Si je vais chez le notaire et que je j'ai pas tellement envie de parler de l'après, est-ce que c'est là que vous accompagnez plus Oui, les personnes en disant: «Mais c'est peut-être c'est dans votre dommage», intérêt. C'est dans dans votre votre intérêt intérêt, et dans de vos l'intérêt des enfants, enfants, surtout et exactement. des C'est petits-enfants? surtout des Donc enfants. comment vous présentez la chose? On n'a pas peur de léser, pardon, ses enfants quand on imagine faire un legs particulier à une cause, à une fondation? Parce que la fondation du Mmh. judaïsme, qui est une fondation, reconnue d'utilité publique, avec ses plus de 85 Mmh. fondations abritées, travaille évidemment beaucoup sur la transmission, la succession. On en parle depuis 3 ans maintenant, sur cette antenne. Mais là, on travaille avec des gens qui ont l'habitude souvent de penser à comment optimiser fiscalement, et cetera. Mais là, c'est peut-être des gens qui ont moins l'habitude Ah de oui, tout à fait. gérer des grandes entreprises et tout. Comment vous abordez la chose pour les inciter à penser à leurs enfants sans avoir l'impression que eux, parce qu'il y a Ah bah, déjà, cette réserve héréditaire, déjà, hein? ouais, exactement, vous l'avez enlevé de la bouche, pardon. Il y a cette réserve héréditaire. Donc déjà, ça les rassure. On sait que les enfants ont une réserve, on ne peut pas y toucher. C'est une des particularités du droit en France, contrairement à d'autres pays. La jurisprudence Johnny, Oui. était-il français ou américain? Avait-il le droit de Mais ça a déshériter dû les un enfants? peu choquer Donc, oui. l'inconscient collectif. Je pense que ça a dû marquer parce que les gens se disent, «Je Bon, peux donc déshériter mes enfants», donc voilà. ce qui n'est pas possible en En France, il France, faut ce le n'est pas rappeler. possible, exactement. Donc ça rassure également les parents de savoir que voilà, les enfants ne seront pas lésés. Il y a ce qu'on appelle une quotité disponible, donc vous avez le droit de disposer comme vous l'entendez de cette quotité. Alors bien sûr, vous pouvez faire bénéficier à 100% les enfants de votre héritage, mais on peut les inviter effectivement à se rapprocher d'une Quelles sont les grandes fondation. causes que les gens quelles sont les grandes causes vers lesquelles, veulent les gens vont euh, facilement, que alors, vous voyez vous à oui. l'intérieur? Parce que ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe dans l'antre de votre étude. Alors, il y a deux axes, soit la lutte contre la maladie. Oui. Ça, c'est, je sais que, bah, malheureusement, souvent dans les entourages, quelqu'un a été confronté à la perte d'un proche suite à une grave maladie. Et donc là, il y a souvent des associations, hein. Ils donnent soit ce type d'association, soit effectivement, aujourd'hui, c'est les fondations, les associations vers le judaïsme ou vers Israël, surtout en ce moment. Donc voilà, c'est les deux types d'associations. Et vous êtes habilité, vous, à votre étude, vous avez l'habitude de les orienter? Comment créer une fondation? Est-ce que ça fait partie de certains rendez-vous que vous Ça avez? peut être des Ou rendez-vous de vous conseil, pensez que voilà, c'est encore peu usité, peu hésiter. peu usité? Ou alors les Parce gens qu'il y qui a une viennent, méconnaissance sur... je pense qu'il y a une réelle méconnaissance et ceux qui viennent nous voir mais ils ont déjà leur idée arrêtée. Ils savent qu'ils vont vouloir léguer à telle association, telle fondation. Ils sont déjà pas mal informés, mine de rien. Donc votre rôle, j'ai envie de dire, d'accompagnant, il est plus important auprès de la jeune population qu'auprès des personnes plus âgées Oui, qui ont déjà réfléchi? absolument. Oui, tout à fait. Donc les jeunes, on vient, on leur conseille. Ils peuvent nous demander, hein, est-ce que Oui. vous connaissez des associations? Alors, on va pas leur en citer une, on leur cite deux, trois, Éthiquement, quatre. vous en citez plusieurs, C'est ça, j'imagine, hein, exactement. pour pas inciter, et C'est est-ce que ça. vous êtes démarché, vous, en tant que notaire, par des associations, C'est déjà arrivé. Oui, ça oui, arrive oui, comme oui, des oui. délégués Oui, médicaux qui ouais, viendraient, exactement, qui vous viennent. avez des associations qui viennent, hein? Ouais, tout à fait, qui viennent, voilà, est-ce qu'on peut laisser de la brochure? Est-ce que vous en pouvez en parler à votre clientèle? On les reçoit à voilà, il y a pas de souci, mais Et on est sollicité, oui. Et qu'est-ce que vous avez envie de dire, vous, à des jeunes, qui s'installeraient, de fréquenter, alors oui, c'est dans votre sens, mais quels sont les conseils, dans quel domaine des jeunes qui iraient chez un notaire peuvent être le plus aidés? En matière fiscale, où il y a peut-être une méconnaissance, immobilière, je crois que c'est votre spécialité, Spécialité, oui, tout à fait. ou
Bah, tous les domaines, honnêtement, par rapport à l'âge, ça va être d'abord la partie immobilière, leur première acquisition, partie fiscale, comment faire les économies en matière d'impôts sur les plus-values et après les successions, Est-ce qu'on vient vous comment, voir au moment pour remplir les déclarations oui, d'impôts? très souvent, Très souvent? très Ah, souvent. c'est bon à savoir. Très, très souvent. Mais on Je- les renvoie vers les experts comptables. On dit ça, allez voir votre expert comptable, c'est son boulot, il connaît mieux que nous. Mais nous, on leur explique en amont, en revanche, comment faire, comment bénéficier d'exonération. On les invite à faire des donations au plus vite, au plus tôt, quand je dis au plus vite, par rapport à l'âge. Parce que malheureusement, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir tard. Quand je dis tard, Oui. les parents ont 80, 85, 90 ans, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai tendance à dire c'est un peu tard. Donc le conseil que vous donnez, c'est aller voir le plus tôt Voilà, venez possible nous voir, on votre vous attend. notaire. Et alors, comme à la Fondation du Judaïsme, on est très sensible à la transmission, à la succession, ça fait partie Tout à fait. évidemment de nos valeurs fondamentales. On est dans ce champ de la philanthropie qui nous est très à cœur. Vous, comment vous la qualifierez? Pour vous, la philanthropie, c'est quoi? Vous qui œuvrez, qui aidez la société à donner aux autres. Bon, c'est aimer le genre humain, hein, c'est aimer. Je pense que nous, de par notre profession, on est au contact tous les jours avec les gens, avec l'humain. On est obligé, pour faire ce métier, je pense, d'aimer les gens. Et on ne peut que les inciter à donner. Parce que, à mon sens, donner, ça a une double signification. C'est donner à une personne. Et c'est donner du sens à sa vie, je pense. Donc, la transmission est quand même sacrément importante. Et puis, surtout chez nous, même, je reviens encore, vous voyez, décidément, au judaïsme. Dans le judaïsme, on dit les dor vador, de génération en génération. Transmettre, ça reste très important. Transmettre des valeurs, mais transmettre un patrimoine. Et puis de se dire que plus tard, après notre mort, eh bien, on a transmis ce qu'on avait pu gagner tout au long de notre vie et que ça nous poursuit après notre départ. Et à la Fondation du judaïsme français, on parle beaucoup du Tikkun Olam, qui est la réparation du monde. Et en donnant, on permet aussi cette réparation, de gérer un peu toutes ces inégalités qu'on observe aujourd'hui. Absolument. Et vous êtes là pour nous aider, maître. Je vous remercie beaucoup Avec plaisir. de nous avoir présenté votre profession, parce qu'avec les regards des différents notaires, on a un panel, une vision de cette profession qui n'est pas banale. Et merci pour... Bon, on a tout fait pour la dépoussiérer et Oui. pour essayer de Et rajeunir. je crois que vous voilà. êtes en très bonne voie. C'est très gentil. Merci beaucoup. Merci à vous. Et tout de suite, on va passer la parole à Rémi Serrouillat, le directeur administratif et financier de la Fondation du judaïsme, qui va nous présenter, comme chaque mois, sa chronique patrimoniale. Bonjour Véronique, bonjour à toutes et à tous. Ce mois-ci, j'aimerais vous parler du legs et plus précisément de la démarche qui permet de transmettre tout ou partie de son patrimoine à une association ou à une fondation. Avec l'arrivée des vacances d'été, c'est peut-être le bon moment pour prendre un peu de recul et réfléchir à ses projets de vie. Faire le choix de léguer à une fondation reconnue d'utilité publique permet non seulement de préparer l'avenir, mais également de clarifier la répartition de ses biens. Mais quelles sont les règles à connaître? La première, c'est que toutes les organisations ne peuvent pas recevoir de legs. Il faut qu'elles soient reconnues d'utilité publique. Avant toute démarche, je vous invite donc à vérifier que l'organisme que vous avez envisagé a bien cette capacité juridique. Sur le plan pratique, un legs nécessite un testament, car à la différence d'une donation, il ne prend effet qu'au décès du testateur. Deux types de testaments sont généralement utilisés. Le testament authentique, il est rédigé avec un notaire en présence de 2 témoins, c'est la forme la plus sûre. Et le testament holographe, écrit à la main du testateur, sans notaire, il est plus simple à réaliser, mais également plus exposé aux contestations. Il faut savoir également qu'un testament peut être modifié ou annulé à tout moment par celui qui l'a rédigé. Quant à la forme du legs, elle peut être universelle, c'est-à-dire que l'ensemble du patrimoine est transmis à une personne ou à une organisation, ou alors particulière, un bien précis est légué, comme un bien immobilier par exemple ou une somme d'argent. C'est d'ailleurs la forme la plus courante. Penser à léguer, c'est bien plus qu'un acte de générosité. C'est transmettre ses valeurs, laisser une empreinte, faire perdurer son engagement au-delà de soi. Grâce aux legs reçus, la Fondation du judaïsme français, reconnue d'utilité publique depuis 1978, aide les plus démunis,
favorise l'éducation et contribue à faire connaître le patrimoine culturel et les valeurs du judaïsme en totale exonération de droits de succession. En ces temps difficiles, la Fondation du judaïsme français mène également des actions humanitaires en Israël. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous rencontrer et de répondre à toutes vos questions en toute confidentialité. Merci à vous et bonnes vacances. En seconde partie d'émission, Perrine Simon-Naoum va recevoir Paul Audy pour son ouvrage Réclamer justice aux éditions Verdier. Paul Audy, bonjour. Bonjour Perrine Simon-Naoum. Nos auditeurs vous connaissent bien désormais. Vous êtes philosophe. Je rappelle que vous êtes né au Liban en 1963. Vous avez une œuvre très importante. Je citerai les derniers ouvrages qui sont sans doute des ouvrages plus personnels. Troublante identité et puis Tenir tête en 2024. Qui a reçu le prix Femina Essai. Et vous venez aujourd'hui nous parler du dernier ouvrage que vous avez publié, Réclamer justice. Évidemment, réclamer justice, l'enjeu est de taille, puisque on comprend en lisant les premières pages, et notamment l'exergue que vous empruntez à Jean Starobinski, où il est question d'Ajax, que la tension est immédiate entre la justice et la violence extrême. Est-ce que nous pourrions repartir de cette figure d'Ajax? Alors, Ajax est une figure glorieuse au départ qui attend justement de la gloire qu'il a reçue de son action militaire une forme de rétribution, et cette rétribution en fait ne va pas venir et il va se sentir victime et non reconnu dans ce qu'il estimait mériter. Et à partir de là, une forme de délire se met en place au fond de lui et s'exprime par un déchaînement de violence extraordinaire. Ajax est celui qui, en fait, la tragédie d'Ajax, qui est une tragédie de Sophocle, est une tragédie qui tourne autour justement de se réclamer justice lorsque il provoque chez la personne même qui réclame justice une violence qui elle-même entraîne des injustices. Et la tragédie est une des premières à poser le paradoxe de la justice. Pour qu'on puisse revendiquer des droits, pour qu'on puisse ne pas se sentir victime d'injustice, il faut recourir à une forme de violence. Et cette violence elle-même vient contredire l'appel à la justice qui lui donne corps, qui lui donne raison. Et ce paradoxe est en quelque sorte un paradoxe indénouable. Et ce paradoxe va se retrouver ensuite dans un certain nombre d'œuvres littéraires et il va être interrogé par la philosophie et c'est ce qui a donné sujet à ce livre. Alors, je voudrais qu'on revienne sur le titre du livre, c'est-à-dire à la fois sur ce que signifie ce réclamer justice et ce qui le met en tension avec finalement le sentiment qui est un sentiment quasi intuitif que nous aurions tous de ce que peut être la justice. Donc pourquoi est-ce que vous avez mis en regard donc cette notion de justice avec la notion de réclamation et qu'est-ce que ça nous dit finalement
des tensions internes à la justice, de ce problème de la justice, car la justice est, on le voit, le fait de réclamer justice, et c'est omniprésent dans les événements que nous vivons aujourd'hui. On C'est pourrait vrai. dire que voilà, des gilets jaunes à ce qui se passe sur le front moyen-oriental, tout finalement est une affaire de réclamation de justice. Oui, vous avez tout à fait raison de dire que c'est l'axe central. C'est véritablement autour de cette réclamation de justice que la politique elle-même se noue. La politique n'est pas qu'une affaire d'administration de nos vies quotidiennes et de nos interactions sociales. La politique se rattache ou s'adosse immédiatement au mur de la justice et on peut dire que cette réclamation de justice, elle peut être individuelle, mais elle est aussi collective et elle entraîne des effets de politisation. Toutes les grandes révolutions, par exemple, sont fondées sur une réclamation de justice. Et c'est là qu'on peut se poser la question que vous posez, celle de l'origine de cette réclamation et de la force que cette réclamation a à chaque fois qu'elle est manifestée. Euh, alors, de deux choses l'une, ou bien nous partons d'un sentiment d'injustice, une lésion, une blessure, quelque chose que l'on estime nous avoir euh, 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 démis ou destitué de ce à quoi nous avions droit. Et à ce moment-là, cette réclamation s'adosse à un sentiment d'injustice très fort et la tension qui est propre ou l'intensité de la réclamation va être proportionnelle au sentiment d'injustice qui lui donne, qui préside à sa manifestation, ou bien il y a autre chose, et c'est ce qui m'a intéressé dans ce livre, c'est que la réclamation de justice est une réclamation entièrement positive. Elle ne repose pas strictement sur un préalable d'injustice. La réclamation de justice, elle est en quelque sorte structurelle. Elle n'est pas contingente, elle n'implique pas qu'il se soit passé quelque chose au préalable qui nous pousse à réclamer justice. La réclamation de justice, en fait, elle tient à notre humanité même. Est en jeu dans la réclamation de justice quelque chose qui est de l'ordre de notre condition humaine, et notre condition humaine, essentiellement, se déroule sur un plan qui est le plan de nos rapports aux autres. Dès lors qu'il y a de l'autre, il y a réclamation de justice, que ce soit en son nom propre ou bien au nom de la prééminence que l'on veut donner à cette altérité. Pour que nos auditeurs comprennent bien, Paul Audy, est-ce que je peux vous demander de prendre comme ça un ou deux exemples concrets? Alors, l'exemple, un exemple concret. L'exemple que je donne dans le livre, enfin, tous les exemples qui émaillent le livre sont des exemples qui sont liés à cette question de l'injustice qui est subie au préalable et qui entraîne cette réclamation de justice. En même temps, quand on les analyse, tous ces exemples, donc que j'ai pris dans des grandes œuvres littéraires, comme Michael Colas de Kleist, comme le Marchand de Venise de Shakespeare,
quels autres exemples je prends? Je prends plusieurs Est-ce que, exemples. par exemple, Mais je me disais, est-ce qu'on peut dire que les gilets jaunes, pour oui, être oui, beaucoup plus trivial que oui, vous l'êtes, Paul oui. Audy, est-ce que les gilets jaunes seraient une réclamation de justice? Est-ce que les droits de l'homme, par exemple, seraient une Voilà, réclamation de justice? voilà. Alors, prenons l'exemple des droits de l'homme, si vous le voulez bien, parce que dans le cas des Gilets jaunes, c'est une réclamation manifeste de justice, mais qui repose sur un sentiment d'injustice. Mais les droits de l'homme, c'est autre chose. La notion même d'injustice ne préside pas à l'affirmation des droits de l'homme. L'affirmation des droits de l'homme repose sur d'abord ce que Hannah Arendt appelle le droit d'avoir des droits. Le droit d'avoir des droits est une affirmation purement positive. Elle ne présuppose aucune injustice préalable. Elle instaure un ordre social autour de la question du droit et elle fait en sorte que le droit préside à n'importe quelle interaction sociale. Donc, à partir de là, si vous voulez, il y a une réclamation de droit, donc une réclamation de justice, mais cette réclamation ne repose pas sur une lésion préalable. Et ça, c'est très, très, très important. C'est une manière d'envisager la justice comme n'étant pas simplement une affaire de réparation, mais de distribution, ce qui n'implique pas forcément un déséquilibre initial. Alors, d'où cela vient-il? Ben, cela vient d'une tradition, et ça nous amène ici à RCJ, une tradition qui est structurante pour notre civilisation, qui est que le judaïsme est né du décrochement de la justice par rapport au droit. Les droits fondamentaux, le décalogue par exemple, sont des droits universels, sont des lois universelles qui ne sont pas tributaires d'un code social déterminé. Le prophétisme juif a découvert cette universalité et ça a été véritablement révolutionnaire parce que à la faveur de cette découverte, on s'est rendu compte que ce qui était de l'ordre du droit, donc de l'administration de la loi, n'avait rien à voir avec la justice elle-même. La justice sera toujours en excédence, si vous voulez, aura toujours un statut transcendant par rapport à n'importe quelle loi positive qui aura été adoptée. Et ça, c'est totalement révolutionnaire. Et toute notre civilisation est fondée sur cet écart ou ce décalage entre un horizon de justice qui reste toujours indéterminé, qui sera toujours interrogé et qui sera toujours défini dans une sorte de reprise dialectique permanente, alors que le droit, lui, régit la vie en société, mais s'il est révisable, s'il est profondément révisable, c'est précisément parce qu'il s'inscrit à l'horizon d'une justice qui ne se réduit pas au droit. Et c'est ça, en fait, c'est cet écart entre les deux qui est à la fois qui rend possible notre vie sociale, mais en même temps, c'est un écart qui nous sollicite dans notre être moral. Et cette sollicitation, en fait, elle peut aussi nous amener à commettre des actes de grande violence parce que nous voulons absolument que justice ait lieu, alors que nous n'avons affaire qu'à des lois positives, qui sont profondément insatisfaisantes, puisque la loi, si vous voulez, est toujours générale et qu'il n'y a que des cas particuliers. Et que face à cette dissociation, eh bien, une certaine folie peut
émerger ou peut germer. Alors, dans une note de votre livre, Paul Audy, vous faites référence au tikkun olam, c'est-à-dire à la réparation du monde. À ce moment-là, est-ce que cette réparation du monde demeure un horizon ou, au contraire, est-ce que, d'une certaine façon, elle peut nous faire revenir, je dirais, dans la réalité et même régresser dans la temporalité? Alors, c'est un horizon eschatologique, évidemment, au départ, c'est-à-dire, c'est une perspective qui donne sens au temps, au temps du monde. Si vous voulez, nous sommes sur cette terre pour essayer de faire que règne l'ordre de la justice parmi les humains. Alors, ça, c'est un horizon eschatologique. Mais le tikkun olam, il donne un contenu concret en fait à l'action qui est motivé par cette perspective eschatologique. Alors réparer le monde, ça devient un devoir et ça devient le sens même que l'on va donner à l'administration de la justice au quotidien. On va en quelque sorte mesurer du coefficient en justice d'une décision qui est prise en fonction de cet horizon de réparation du monde. Alors, vous me direz, oui, alors s'il y a réparation, c'est qu'il y a lésion au départ. Il y a lésion au départ forcément, mais cet horizon eschatologique, en fait, dépasse la simple réparation elle-même. Et dans le tikkun olam, il y a quelque chose qui va plus loin que la réparation. Il y a la constitution d'un ordre. Et ça va plus loin que la simple réparation. Alors revenons à l'ordre politique. La fin de votre livre est, on pourrait dire, en pleine actualité à la fois symbolique et culturelle, puisque vous évoquez Zola, la figure de Zola et de l'affaire Dreyfus, et vous montrez, la question que vous vous posez, c'est finalement pourquoi est-ce que Zola est intervenu dans l'affaire Dreyfus? Quelle est cette justice qu'il réclame? Et vous faites finalement un portrait de Zola assez inattendu, puisque c'est quelqu'un dont vous montrez qu'il aurait une passion immodérée finalement pour le droit, une sorte de fanatisme juridique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, alors le fanatisme juridique est une dimension très importante. C'est-à-dire que quand on a la passion du droit, en fait, nous l'avons au nom de la justice. Mais lorsque nous avons la passion du droit, nous rabattons la justice sur la lettre du droit. Et c'est un problème. Dans le cas de Zola, en fait, Zola n'a pas défendu Dreyfus en étant véritablement convaincu qu'il était innocent. C'était pas son but. Son but était de dire s'il est jugé, il faut qu'il soit jugé dans les règles. Or, les règles n'ont pas été respectées. Ça restreint d'une certaine façon l'engagement de Zola, dont on fait un des héros de l'affaire. Non, mais ça le restreint et ça ne le restreint pas. C'est-à-dire que c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que nous avons le sentiment que la justice repose uniquement sur la reconnaissance de l'innocence et de la culpabilité, alors que pour d'autres esprits, qui sont d'ailleurs des esprits juridiques profonds, la justice, c'est vraiment l'application du droit. Ça se définit comme ça. Il faut que le droit soit appliqué, puisque toute la justice est inscrite dans le droit. Si le droit est amené à changer, ça ne change rien au fait que le droit représente la seule
la seule définition possible de la justice. Or, dans le cas de Zola, il se trouve que Zola pensait que si le droit était bafoué, c'était ça la véritable injustice. Donc, il fallait absolument que le droit soit respecté. Et ce qu'il dit dans J'accuse, ce n'est pas de statuer au nom des juges et de dire que Dreyfus est innocent. Ce qu'il veut, c'est la réouverture du procès au nom des vices qui ont présidé à la première condamnation. Et donc, il faut absolument que enfin justice soit faite. Pour que justice soit faite, il faut que le droit soit respecté. Ça, c'est le point de vue de Zola. Alors, il y a une autre figure qui est centrale dans votre propos, Paul Audy, c'est celle d'Emmanuel Lévinas Oui. et de ce que vous appelez l'humanisme juif. Quelle est la position de Lévinas par rapport à la justice? Il a une position importante, il a une réflexion sur la justice, qui d'ailleurs se trouve à la fois dans ses textes philosophiques et dans ses commentaires talmudiques. Dans les deux cas, la justice, elle est en fait référée au tiers, à l'instance tierce. Tant qu'on est dans un face-à-face, entre je et tu, nous sommes dans un ordre moral. Mais dès lors qu'un tiers en position d'arbitre entre en jeu, ou par rapport auquel un litige existe, à ce moment-là, on entre dans l'ordre de la justice. Et ce que cherche à dire Lévinas, c'est que cet ordre de la justice, puisqu'il implique le tiers, donc une pluralité plus grande que le simple face-à-face, en fait, est la seule introduction possible à un monde politique. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, dans ses commentaires bibliques et talmudiques, il y a toujours des situations très concrètes qui sont étudiées, et qui sont étudiées pour détecter le point à partir duquel on peut dire que justice est rendue. Alors j'ai une dernière question, Paul Audy. Qu'est-ce que ce serait aujourd'hui que rendre justice au peuple juif? Alors d'abord, c'est de se ranger derrière lui quand il est en danger et qu'il est menacé. Deuxièmement, c'est de comprendre les raisons pour lesquelles il aura passé des siècles et des siècles à se défendre. Rendre justice, c'est d'abord reconnaître à quel point il a toujours été acculé à devoir se défendre. Dans une situation où, en fait, il n'a jamais connu l'attaque. Il a toujours été celui qui a été attaqué. C'est très important parce que l'ordre change. Dans les propos antisémites, il y a très souvent l'idée que le juif est dominant. Mais en fait, il n'a jamais rien dominé. Et c'est très important parce qu'à partir du moment où il n'est pas dans une position de domination, il n'est pas dans une position où, en fait, il est susceptible de provoquer une injustice. En revanche, il est lui-même victime d'une injustice, je dirais, presque congénitale à l'existence même du judaïsme, puisque l'antisémitisme est coextensif à l'histoire du judaïsme, c'est qu'il a toujours dû justifier de son existence. Et de son mode d'existence et de la pensée qu'il cherche à transmettre de génération en génération par monts et par vaux. Donc, le fond de l'affaire, c'est de se rendre compte d'abord que pour rendre justice au peuple juif, eh bien, il faut prendre la mesure du fait que
s'il est amené à commettre une injustice, comme n'importe quel être humain, eh bien, cette injustice, en fait, elle aura été provoquée par une action extérieure, puisque à partir de lui-même, avec la morale qu'il a et le message spirituel qu'il a, il lui est en quelque sorte impossible d'être à l'origine d'une injustice, puisqu'il est là pour justement faire régner la justice sur la terre. C'est sa mission depuis le départ. Eh bien, merci beaucoup, Paul Audy, d'être venu porter ces paroles fortes sur RCJ. Je renvoie nos auditeurs au titre de votre ouvrage, Réclamer justice, paru aux éditions Verdier. Merci beaucoup. Merci à vous.